Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de cette série sur la linguistique pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré à l'usage langagier naturel. Nous allons tout d'abord chercher une définition pour l'usage langagier naturel. Nous allons aussi identifier quelques composantes majeures importantes de l'usage langagier naturel, ainsi que les théories d'apprentissage des langues fondées sur l'usage. En anglais, c'est les Usage-Based Language Acquisition Theories. Donc, c'est très important aujourd'hui dans les théories autour de l'apprentissage. Et bien évidemment, nous allons aussi voir quelles sont les implications pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Tout d'abord, je voudrais vous présenter une définition de l'usage langagier naturel par John Sinclair, un linguiste britannique extrêmement important pour la linguistique de corpus, qui a travaillé beaucoup sur ce que ça veut dire l'usage langagier naturel et qui nous définit ce terme de façon suivante. L'usage langagier naturel est la forme langagière appropriée dans un contexte spécifique ou dans un texte spécifique. Il parle aussi en anglais de textual well-formedness, ce qui s'oppose en fait à tout simplement une grammaticalité impeccable, très correcte, par contre, dans certaines situations, peu utilisée. Cette définition se décompose en plusieurs parties, notamment, donc vous voyez l'usage langagier naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le langage que les natifs, les utilisateurs experts d'une langue utilisent situation par situation. Donc, c'est la deuxième partie de cette définition. Donc, qu'est-ce qui est approprié dans une situation? La réponse à cette question va dépendre de la situation elle-même. Par exemple, avec une amie, je discuterai bien évidemment différemment. J'utiliserai non seulement un autre registre, mais probablement aussi d'autres vocabulaires et des phrases grammaticalement peut-être incorrectes. Et en faisant une présentation officielle, je tâcherai à faire à composer, construire des phrases grammaticalement vraiment correctes. Mais cela dépend, comme dit Sinclair, vraiment de la situation dans laquelle le natif se trouve. Et ce contexte est toujours spécifique et l'adaptation langagière est quelque chose qui caractérise dans toutes ces situations. J'évoque brièvement quelques exemples que nous avons déjà vus dans l'épisode précédent pour regarder un peu les composantes de cet usage langagier. Tu aimes cette soupe? Non, je n'aime pas cette soupe. Tu aimes cette soupe? Pas vraiment. Tu aimes cette soupe? Je trouve qu'elle a un goût bizarre. Vous voyez, trois réponses. La première est probablement grammaticalement la plus correcte. Si vous regardez quand même l'environnement textuel, vous voyez que cette répétition de tu aimes cette soupe, je n'aime pas cette soupe est probablement superflue. Les deux autres, pas vraiment, qui est une phrase incomplète, donc un énoncé incomplet. Et la deuxième, où il n'y a ni oui ni non au début de la phrase, je trouve qu'elle a un goût bizarre, va quand même répondre à notre question. Donc on comprend que cette personne n'aime probablement pas cette soupe. Donc l'environnement textuel de cette phrase va aussi définir à quel point il contribue à la cohérence du texte et aussi à quel point il fait avancer la conversation. Vous voyez donc en tant que résumé que tout énoncé fait partie d'une manifestation textuelle spécifique dont il suit les règles. Nous avons aussi un autre aspect qui est le contexte situationnel. Donc, nous avons parlé du texte et maintenant de la situation, donc du contexte. Si vous avez une phrase comme je ne sais pas, c'est une phrase qui peut être considérée donc grammaticalement fausse ou problématique. Par contre, extrêmement utilisée entre deux amis, en famille, donc ça appartient au langage familier
mais c'est une phrase que des milliers et des milliers de natifs vont prononcer tous les jours. Mais si on considère la langue possible ou les manifestations langagières possibles, c'est une phrase qui ne devrait pas exister. Et pourtant, elle existe, elle est bien là et elle est bien utilisée. Donc, encore une fois, tout ce qui est grammatical n'est pas forcément naturel et tout ce qui n'est pas grammatical n'est pas forcément peu naturel pour un usage langagier du quotidien. Deuxième aussi, donc l'exemple anglais, studied for an exam, le sujet manque. Finalement, ce sujet ne nous manque pas tellement, même si grammaticalement la phrase est incomplète, car la personne qui prononce cet énoncé va être identifiée comme le sujet. Donc, le contexte situationnel, ici, la personne qui prononce l'énoncé contribuera à l'interprétabilité de cette phrase. Également, pas de vélo, un exemple de Mike McCarthy, no bicycles. Si je vois ce panneau, par exemple, devant un magasin de vélos ou un endroit où je peux emprunter des vélos, j'assume que cet énoncé veut dire qu'il n'y a plus de vélos à emprunter. Je ne peux pas y aller et faire du vélo aujourd'hui. Si je trouve sur le mur d'une maison, le contexte situationnel est différent et dans ce cas-là, je vais comprendre que je ne devrais pas laisser mon vélo à cet endroit précis, spécifique dans la ville. Nous voyons donc que tout énoncé fait partie d'une situation concrète et l'usage langagier s'adapte à cette situation concrète. Un aspect qui est très très important, c'est la conventionnalité. Ça a bien évidemment des conséquences pour la compréhension de ces phrases. J'aurais besoin de faire un effort cognitif beaucoup plus grand pour comprendre une phrase ou qui n'est pas fréquemment utilisée que quand j'entends une phrase conventionnelle. Et si vous voyez, ces trois phrases sont peu conventionnelles. J'ai fait l'expérience d'une déception amère, un accident s'est passé, his decisions have a habit of mattering. Ces trois phrases ont du mal à trouver un contexte et un texte dans lequel elles seraient utilisées, elles seraient à leur place. Et si vous posez la question à un natif, pourquoi ça sonne bizarre ou pourquoi ce n'est pas utilisé cette phrase, ben la réponse sera probablement je ne sais pas, ça sonne bizarre, sans trop d'explications. Et bien évidemment, il n'y a pas trop d'explications parce que ici, nous sommes dans le domaine de la conventionnalité, une habitude langagière, d'une communauté d'utilisation. Je vais vous lire la définition de Partington, également un linguiste anglophone. Il fait partie de la compétence communicative d'un locuteur natif de savoir ce qui est normal et ce qui est inhabituel dans des circonstances données. Vous voyez, souvent, nous évoquons dans l'apprentissage des langues l'intuition, une sensibilité pour la langue. C'est quelque chose que nous aimerions tous avoir pour maîtriser une langue et qui nous échappe. Et vous voyez là aussi pour cette définition, évidemment, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ces connaissances, il y a ce savoir que les natifs possèdent. Pour résumer les composantes, avant de parler de l'acquisition de langue basée sur l'usage, résumons les composantes que nous avons vues jusque-là. Donc, les énoncés sont compréhensibles et appropriés si ils sont adaptés à leur environnement textuel concret, ils sont adaptés à l'environnement situationnel concret, autrement dit au contexte. Ces énoncés respectent un certain degré de conventionnalité et la structure est appropriée au niveau grammatical. Approprié, attention, ne veut pas dire toujours grammaticalement parfaite. Je reviens donc à la question, comment les natifs apprennent-ils à respecter ces critères? Si vous souhaitez réfléchir un peu sur cette question, arrêtez la vidéo maintenant et notez vos idées.
Je continue donc avec les théories de l'apprentissage des langues fondées sur l'usage. Ces théories disent tout d'abord que la langue est apprise. Nous ne possédons pas une langue intérieure, donc une langue qui existe presque indépendamment de ce que nous apprenons de nos proches pendant donc, le processus d'acquisition de langue, qui dure toute une vie, bien évidemment. Donc la langue est apprise, l'utilisation réelle de la langue est au centre de l'apprentissage des langues. Donc nous apprenons la langue l'un de l'autre et cette utilisation réelle détermine aussi la forme des énoncés à caractère naturel. La théorie donc de l'apprentissage des langues fondée sur l'usage dit que la langue est apprise. Deuxièmement, que la langue des locuteurs émerge à la suite d'une exposition à de nombreuses situations d'utilisation. Dès l'enfance, bien évidemment, les parents parlent aux petits, ils lisent des contes, ils discutent tout à fait normalement autour du bébé et tout ce processus d'exposition à la langue continuera en fait dans toute notre vie et si, vous êtes maintenant à l'université, cela veut dire aussi que là, vous êtes en train d'acquérir un certain style, un certain registre, du langage qui ne faisait pas partie de votre quotidien avant, de venir à l'université, notamment le langage académique. Cette théorie ou ces théories, il y en a plusieurs notamment, avec, quelques différences plus ou moins grandes, est que le but premier du langage est la communication. Donc l'utilisation de la langue a toujours pour but de communiquer et de transmettre une signification particulière, un message si vous voulez, dans une situation de communication bien spécifique. Donc nous adaptons encore une fois notre utilisation langagier, situation par situation et nous essayons donc de transmettre un message qui est non ambigu, transmettre un message, qui est donc, clair pour l'interlocuteur. Le langage se produit bien évidemment toujours dans un contexte et ce contexte lui-même est une construction complexe. Il s'agit donc des participants, il s'agit du lieu où la communication, la conversation se passe. Conversation, ça peut être bien évidemment aussi un texte narratif. Le contexte plus large, donc le contexte situationnel, l'entourage, la relation entre les deux participants. Bref, il y a vraiment un nombre de composantes qui vont définir notre utilisation langagière situation par situation. Toute approche donc concernant la langue doit être fondée, dit cette théorie, sur les preuves empiriques de l'utilisation. Bref, il faut trouver donc des énoncés, des dialogues, des textes authentiques qui ont été prononcés sans que la personne qui les a prononcés ait conscience qu'il était en train de produire donc quelque chose qui peut être examiné par les linguistes. Ces approches donc fondées sur l'usage se tournent aussi vers la fréquence. C'est quelque chose dont on a parlé encore beaucoup dans cette série. La fréquence, il y a notamment des expressions, des phrases. Si je vous dis la phrase je sais pas, je ne sais pas, probablement vous allez reconnaître que c'est des phrases, ou la phrase bonjour, que c'est des phrases qu'on prononce très très fréquemment. Et puis il y en a bien sûr d'autres qui sont moins présentes dans l'usage du quotidien. Ces fréquences peuvent expliquer donc les régularités dans la langue. Nous allons voir dans les épisodes qui vont suivre des exemples pour ces régularités. Ce sont donc des régularités structurelles émergeant de l'analyse des caractéristiques distributionnelles de la langue. Il y a certaines statistiques que nous pouvons établir et ces statistiques vont nous informer de ce qui est utilisé souvent ensemble, par exemple prendre et décision ou je ne sais pas, donc ces éléments dans cette chaîne de mots. Et cette approche donc, va caractériser le locuteur natif ainsi que l'apprenant de la langue qu'on peut considérer comme statisticien intuitif, donc basé sur l'usage, je vais retenir certaines phrases qui sont plus utilisées. J'aurai aussi formé une image intérieure, une perception
de la langue et de la fréquence, de certaines chaînes de mots, donc certaines unités, multilexicales et tout ce processus, dit par exemple Harrington et Dennis, est quelque chose d'inconscient. Donc nous sommes incapables de formuler finalement ces statistiques, nous sommes incapables de dire, ben, dans, 70 des phrases, j'ai utilisé le pronom «je» ou la négation et cetera. Mais intuitivement, nous pourrons dire: «Ben, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, on dit peu, c'est quelque chose qui est habituel, qui est peu habituel, qui est un usage naturel, à caractère naturel ou pas». La conventionnalité est effectivement aussi, ou l'habitude langagière, un fondement de cette théorie très, très important. Ça veut dire que nous disons tout simplement, je vous rappelle, la définition de Partington, qui fait partie donc la conventionnalité fait partie de la compétence communicative d'un locuteur natif, de savoir ce qui est normal et ce qui est inhabituel dans les circonstances données. Les implications, pour l'apprentissage et l'enseignement des langues, bien évidemment, il faut être conscient, consciente des caractéristiques principales de l'usage langagier naturel. Ce sera le sujet des autres épisodes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les caractéristiques principales de l'usage langagier naturel? Il faut aussi bien évidemment choisir un manuel qui reflète autant que possible l'usage langagier naturel, surtout au niveau inférieur. Et pour l'enseignant, le message, c'est qu'il faut utiliser la langue de façon naturelle aussi en cours. Parce que on connaît tous cette expérience, je crois. Je comprends tout ce que mon professeur dit et je ne comprends rien quand je quitte la salle de cours. Pour aller un peu plus loin dans la réflexion, avant d'étudier dans les épisodes suivants les caractéristiques principales de cet usage, vous pouvez prendre un ou plusieurs manuels pour les niveaux A1, A2 dans votre langue maternelle et essayer de répondre à ces questions. Les textes vous semblent-ils refléter l'usage langagier naturel? Si oui, quelles sont ces caractéristiques de l'usage et quels sont les problèmes avec les textes? Si on veut résumer cet épisode, nous avons parlé de l'usage langagier naturel, qui est donc la forme langagière appropriée dans un contexte spécifique et dans un texte spécifique. Les composantes de l'usage langagier naturel sont l'environnement textuel et le contexte situationnel, donc texte et contexte, ou environnement textuel, environnement situationnel. La conventionnalité et un certain respect de la grammaire, bien évidemment, mais cela ne veut pas dire que la grammaire doit jouer le rôle le plus important quand on décide si un énoncé est naturel ou pas. Les théories de l'apprentissage des langues fondées sur l'usage disent que la langue est apprise et apprise par l'exposition, donc par l'usage. L'usage se produit bien évidemment toujours dans un contexte. Les utilisateurs s'appuient inconsciemment sur les régularités dans l'usage langagier, les régularités statistiques et distributionnelles de l'usage, et ils ont donc tendance à suivre des normes, c'est-à-dire ne pas improviser chaque phrase, mais parler de façon conventionnelle, reprendre donc les conventions langagières. Dans l'épisode suivant, nous allons traiter le sujet, comment peut-on observer et analyser l'usage langagier réel, quelles sont nos ressources, quels sont nos outils et quelles sont nos méthodes. Et encore une fois, vous trouvez ici la littérature recommandée, quelques ouvrages, quelques articles que vous pourrez lire si vous souhaitez aller plus loin dans le sujet traité.